La question principale de ce colloque, elle demeure, puisqu'on est rarement, pour ne pas dire jamais, au rendez-vous des enjeux. Comment rendre atteignables nos objectifs environnementaux? Comment rendre désirable ou acceptable socialement et économiquement le respect des trajectoires que nous nous fixons? Installez-vous comme bon vous semble, il n'y a pas de plan de table. Pour en discuter, nous avons souhaité donc réunir un plateau réunissant quelques parties prenantes de cette question du respect, de la fixation des objectifs, du respect des trajectoires. Quelques parties prenantes, des représentants du monde du droit, des représentants de la société civile, des représentants législateurs, mais aussi un représentant du monde économique. Je vais brièvement vous présenter. Nicolas Forêt, vous êtes le secrétaire général, c'est très bizarre de vous tutoyer, vous, bref, vous êtes le secrétaire général d'Eau et Rivières de Bretagne, en charge notamment du pilotage de la commission juridique, et vous avez exercé des fonctions importantes au sein de l'administration d'État dans le domaine de l'environnement. À vos côtés, Loïc Guine, vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes élu du syndicat majoritaire de la FNSEA, majoritaire aux dernières élections. Vous êtes par ailleurs et principalement exploitant agricole, je crois, installé en système laitier. C'est ça, hein? Pas dans l'ordre du tout, mais dans l'ordre de mon papier. Joël Labbé, vous êtes ancien sénateur du Morbihan, issu du parti politique Europe Écologie Les Verts. Et l'on vous connaît très bien, alors en tout cas à Eau et Rivières, mais je pense dans cette salle, pour avoir porté une loi qui a mis fin à l'autorisation de détenir et d'utiliser des pesticides chez les particuliers et pour les collectivités. C'est d'ailleurs tout à l'heure par vous qu'on va démarrer, et justement sur ce sujet. Et puis, nous accueillons aussi, et je la remercie, parce qu'elle vient se substituer à Raymond Léost qui devait intervenir et qui est souffrant. Florence Denier-Pasquier, vous êtes juriste spécialisée en droit de l'environnement. Vous êtes, comme vous l'avez dit ce matin, membre du Conseil national de l'eau et vous l'êtes au titre de France Nature Environnement. Alors, comme je le disais, on va démarrer par vous, Joël. Que je retrouve ma petite fiche. C'est ici. Ah, je suis perdu. Pourtant, je peux vous promettre que je l'avais organisé. Eh bien, je vais y aller sans la petite fiche. Donc, on est sur la table ronde conclusive, dont l'idée est de rechercher finalement ce qui peut rendre acceptables les objectifs dont on parle depuis ce matin, et finalement les décisions, les plans d'action que l'on doit mettre en œuvre et contrôler pour atteindre ces objectifs. Vous, en tant que législateur, avez été confronté justement à l'idée de devoir atteindre des objectifs et de devoir proposer un chemin, finalement, pour les atteindre. Et c'est sur ce sujet, pendant 4-5 minutes, qu'on veut vous entendre, sachant que je le précise pour tout le monde dans la méthode. Donc, Joël Labbé va intervenir, et puis je laisserai le temps d'une ou deux questions des autres partenaires de la table ronde, et puis ainsi de suite, on redonnera la parole aux uns et aux autres jusqu'à vous donner la parole, enfin, pour les questionner. Joël, je t'en prie. Je vous en prie. Je suis très heureux d'être là dans ce contexte-là. Donc, j'ai bien travaillé autant avec Eau et Rivières de Bretagne qu'avec SNE et le monde ONG lié à l'environnement en général. Voilà, donc j'ai été maire de Saint-Nolff pendant 19 ans. Je suis écolo de naissance, on va dire comme ça, avec des convictions fortes, mais appuyées chaque fois sur des études scientifiques. Lorsque j'étais maire, j'ai appliqué dès 2006, en lien avec mon conseil municipal, ça avait été compliqué, le zéro pesticide sur tous les espaces publics de la commune, sur des bases, c'est mauvais et pour l'environnement et pour la santé humaine, on peut s'en passer, donc on doit s'en passer.
Long débat, ça avait été difficile à mettre en place, mais on y était arrivé. On m'avait dit qu'avec ce genre de mesures, j'allais sauter aux prochaines élections. Ça n'avait pas été le cas parce qu'on est beaucoup communiqué là-dessus. Euh, Ensuite, par le hasard de la vie, je me suis retrouvé sénateur. Je n'avais pas vraiment prévu, mais j'ai pris le risque. Là, ce que j'y suis arrivé, c'est toujours avec les mêmes convictions et la même volonté. Le discours, c'est une chose, il y en a besoin, mais on ne peut pas se limiter au discours. Comment on peut faire avancer les choses et être pragmatique? Donc, je fais suite à une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Une mission édifiante en termes de conclusion. Je me suis dit, il faut faire quelque chose, là, rapidement. Et j'aime bien la stratégie. Je me suis dit, si on parle d'agriculture, on va discuter, mais on n'aura pas de majorité. Par contre, je m'intéresse à tout ce qui n'est pas agricole. Et normalement, on devrait pouvoir trouver une majorité. Dans mon entourage, on dit, tu rêves, tu sais pas comment ça marche, il y a l'Europe, il y a les dit, tu pourras. Je me suis donné un an de travail et de consultation. Et au final, on a réussi à construire une proposition de loi qui a été votée et qui a trouvé une majorité. À propos des juristes, alors moi, le côté juridique, c'est pas tout mon truc. J'ai dû m'y mettre parce que ça fait partie du boulot, mais j'ai aussi travaillé avec des juristes. Et au Sénat, il y a un service qui s'appelle le service de l'initiative parlementaire. Il y a des juristes de très haut vol qui sont là-dedans. Je leur ai soumis mon texte et qui que l'on soit, on leur demande de travailler un sujet, eh bien, ils vont jusqu'au bout. Donc, ils sont là à étudier de telle sorte que la loi, elle soit indéboulonnable. Et voilà, ils m'ont bien aidé. J'ai compris comment ça fonctionnait. Évidemment, les lobbies ont essayé. Ils avaient 6 mois auprès de l'Europe pour la faire tomber. Ils n'ont pas pu. Voilà, donc cette loi est passée. C'était une loi pied dans la porte parce que je me disais, après, puisque les raisons sont de santé publique et d'environnement, il fallait avancer vers l'agricole. J'ai travaillé là-dessus. Longuement, je me suis battu, pas tout seul, avec le monde associatif, mais aussi avec un certain nombre de collègues. On a eu quelques petites avancées. Dernièrement, on a eu beaucoup de retours en arrière. Du fait qu'on parlait de pesticides, je me suis intéressé en agriculture à l'agriculture aux agricultures qui n'utilisaient pas les pesticides, ni d'ailleurs les engrais de synthèse. Et il y en a, et qui démontrent que ça fonctionne. Et donc, je me suis battu avec d'autres pour faire en sorte qu'il y ait du véritable soutien à l'agriculture biologique, qu'on pousse vers la transition. Il y a plein d'agriculteurs qui étaient prêts. Maintenant, ça devient compliqué en plus à y aller, mais ils ne savaient pas trop comment faire. Il fallait aider, il fallait des moyens. Et ça n'a pas été mené à terme. Alors, sur les. Oui, c'est bien. Très bien. Encore 2 minutes. Même pas pour tout le monde. Le droit va contrôler. Il y a des chiffres, hein, et le Secours catholique vient de publier une étude basée sur la science. Quelques chiffres. 67 milliards d'euros de financement public pour l'agriculture et l'agroalimentaire. 67 milliards, dont 19 milliards pour réparer les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qu'on appelle les externalités négatives de certaines pratiques agricoles. 19 milliards donc de frais de réparation, à comparer aux seulement 9 milliards, ce qui est déjà important, d'aides PAC. C'est dire dans la balance et en volume ce que ça peut donner. Alors, si une partie de ces aides, de cet argent-là, était mis en place pour financer la transition agricole, ça changerait la face du monde. Et ça changerait aussi les coûts des produits agricoles. Parce qu'on va dire, oui, les produits bio, ouais, mais ils sont plus chers, ils sont réservés à une certaine catégorie de la population. Ce n'est pas normal. Et si on met tout dans la balance, les produits bio ne doivent pas être chers et ça inciterait beaucoup d'agriculture à fournir des produits bio, par exemple. Sur la question sociale, il y a deux aspects. Directement, le revenu des agriculteurs. 18%, alors dans leur étude, 18% des agriculteurs en dessous du seuil de pauvreté. Donc la première des choses sociales de l'agriculture, c'est que les agriculteurs gagnent leur vie. Et au-delà du minimum, parce que des responsabilités, du travail, pas d'heure, ça mérite d'être véritablement rémunéré. Mais aussi le côté social, c'est toute cette fraction de la population qui ne peut plus manger correctement.
2 millions de personnes, 2021, 2 millions de personnes ont fait appel à l'aide alimentaire. Là, il y a un véritable enjeu, un véritable sujet. Alors, comment faire? Parce que vous mettez en avant l'agriculture biologique, mais comment faire? Alors, il se trouve que l'année dernière, l'INRAE, qui n'est pas un institut révolutionnaire, est venu nous présenter par son vice-président une étude INRAE démontrant qu'en France, l'agriculture biologique pouvait nourrir la population à l'horizon 2050. Ça supposait évidemment de changer les pratiques alimentaires, très schématiquement inverser les taux de protéines, au lieu de 2 tiers animal, 1 tiers végétal, passer à 1 tiers animal et 2 tiers végétal. Rien que ça veut dire que c'est changer le mode d'alimentation, mais ça veut dire aussi une éducation à l'alimentation. Et moyennant cela, alors je fais très court, le côté tout le monde peut manger à sa faim et des produits de qualité, la réponse c'est oui, d'autant plus que si on parle de droit, l'alimentation est un droit humain fondamental. Pour le moment, je conclurai là-dessus. Si ce n'est une dernière chose, et sur le pays de Rennes, vous êtes concernés, qui sont là, on avait soumis, je faisais partie de ceux qui portaient ça, au ministre Le Foll, un ministre que j'ai apprécié à l'époque. On s'est engueulé souvent, mais malgré tout, il avait une certaine écoute. On lui avait proposé, nous les écolos, de mettre en place des projets alimentaires territoriaux. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que les projets alimentaires territoriaux deviennent obligatoires sur l'ensemble du territoire national, comme le sont les spots et tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière un projet alimentaire territorial? Comment faire en sorte que sur un territoire, un bassin de vie, il y a des productions agricoles et alimentaires, il y a une population à nourrir? Comment faire en sorte qu'à terme, une partie le plus importante possible de cette alimentation soit produite sur le territoire? Si on était, alors, il y a des beaux exemples, notamment ici. Mais si, à l'échelle nationale, on était en capacité de faire cela et d'aller plus loin encore, ça pousse évidemment à la transition agricole, mais ça fait en sorte qu'il y a des économies d'échelle en coût de l'alimentation et c'est gagnant-gagnant pour les agriculteurs-éleveurs, pour les citoyens et citoyennes consommateurs-consommatrices et pour l'environnement et la biodiversité. Merci. Merci. Merci, Joël. Alors, si l'un ou l'autre des gens présents à la table veulent questionner, peut-être pas réagir, mais peut-être une question, un approfondissement. Moi j'en ai déjà une de question, c'est finalement pour que la loi elle aille jusqu'à son terme, la loi sur les pesticides, il a sans doute fallu construire des alliances entre des parties prenantes qui n'étaient peut-être pas d'accord au départ. Et je veux bien vous entendre là-dessus. Et si quelqu'un parmi vous a une question aussi à soumettre à Joël, je vous laisse la poser. Oui, je connais un petit peu les positions de Joël. Il y a une autre loi qui s'appelle Egalim. Pour avoir été à l'agence bio et donc avoir les chiffres en direct, c'est une loi qui n'est absolument pas respectée et de loin. Et c'est dans cette loi, il me semble, qu'il est écrit à un moment 50% de l'alimentation durable, et dont 20% de bio. Alors, il y a un élu rennais qui va me dire « Ah ouais, mais chez nous, on est clean, on est à plus que ça. » Oui, mais enfin, parmi les collectivités qui déclarent sur un site Ma Cantine, on doit être à 6-7%. Donc, comment se fait-il, je provoque un peu, mais comment se fait-il que cette loi n'est pas respectée? Tout simplement parce que, bon, on va en parler après, mais l'agriculture biologique, pour diverses raisons, est un peu dans la panade là tout de suite. Ouais. Après, je partage un certain nombre de tes éléments, mais... Je propose à Loïc de réagir, et puis de toute façon, vous aurez la parole juste tout de suite après. Une dernière question, alors, pour Loïc. Pour Joël. Pardon. Une question très pratique. Votre loi, qui est devenue celle de la France, se traduit quand même par une évolution des comportements, en particulier des habitants. Je dirais comment a été fait a-t-on organisé un petit peu l'apprentissage des habitants? Et la deuxième question que je me pose, moi, c'est que même si je suis complètement convaincu de cette loi, on est peut-être passé quelque part à côté
parce qu'une de ces conséquences, c'est l'imperméabilisation des places de voiture. Les gens ont supprimé le gravier traité, ont tendance à créer de l'eau de ruissellement, ce qui montre que, voilà, face à un nouveau défi, on a des solutions généralement très simplistes et loupées. Et voilà, pour dire toujours, il faut qu'on apprenne la phase d'après. Je réponds par la dernière parce qu'elle est toute fraîche. C'est surtout pas une réponse que d'aller imperméabiliser pour empêcher que l'herbe pousse. Mais dans plein de communes, dans plein de collectivités, c'est tout l'inverse. On désimperméabilise pour végétaliser de telle sorte que l'eau puisse être épongée par le sol. D'ailleurs, il y a un exemple. Il y a le trottoir, il y a le pied de façade. On a beau mettre le meilleur des bitumes, les pissenlits, au bout de 6 mois, ils poussent là. Alors les employés communaux, il faut qu'ils aillent avec le rotophile, avec tout ça, puis ça ne fait pas propre pour ceux qui ont cette notion de la propreté, ce qui peut se comprendre. Alors que la solution, c'est de laisser 20 cm de terre entre le pied de façade et puis le trottoir, et puis de semer là-dessus. Et là, c'est gagnant à tout point de vue voilà, sur ce sujet. Pour ce qui est de la loi Egalim, et de la question de 20% bio et 50% local. Alors, je faisais partie de ceux qui sont montés au créneau. Ah là, ça a été aussi au forceps pour obtenir les 20% de bio. Ça a été dur. On s'était dit au moins, et c'est toujours dans la même logique, il faut absolument qu'on crée un appel d'air pour le bio, de telle sorte qu'il y ait un appel à la consommation, donc à la production. C'était sans compter, parce que pour nous, la loi, c'est la loi. On l'a entendu tout à l'heure, merde, quoi, c'est la loi. Et le gouvernement est là pour faire appliquer la loi. Eh bien, cette loi n'est pas appliquée du tout. Et qu'on dise que ça ne peut pas être du jour au lendemain, c'est sûr, mais la loi, on doit se donner des objectifs, on doit avancer vers là, d'autant plus que c'est extrêmement vertueux. Je reviens à l'agriculture biologique notamment, mais aussi à l'alimentation de qualité pour tous dans la restauration collective, parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi les hôpitaux, il y a aussi les EHPAD, autant d'endroits où on doit avancer. C'était le but de cette mesure-là. Mais comme ça avait été voté à reculons par certains, eh ben on en voit le résultat. Et ça, c'est décourageant, c'est énervant, mais il vaut mieux pas être trop énervé. Là-dedans, il faut prendre son temps. Alors, voilà. Et il y avait une autre question, non? C'était bon. Ouais, mais Alors, on va passer justement à la deuxième intervention, même si Loïc Guine est déjà... chaud et bien rentré dans le sujet en parlant de Egalim. Non, mais c'est tout à fait intéressant. En fait, comme tout agent économique, vous êtes soumis à un corpus de normes, de règles, mais dans une région comme la Bretagne où l'activité agricole occupe plus de 60% de la surface de l'espace naturel avec des impacts qui met cette activité économique en première ligne dans l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, vous êtes confronté individuellement, mais aussi en tant que représentant d'une profession, aux difficultés de rendre atteignables un certain nombre d'objectifs et puis de les rendre acceptables économiquement et socialement. Et c'est en effet sur cette question, qui est la question de la table ronde, c'est quoi les ingrédients, comment un président de chambre d'agriculture se positionne pour avancer pour avancer collectivement finalement. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité, d'avoir invité la Chambre d'agriculture à s'exprimer. Une Chambre d'agriculture, j'ai bien compris, mais c'est vrai, conduite par quelqu'un qui vient de la FDSEA. J'ai été président de la FDSEA 6 ans précédemment. Mais je suis d'abord producteur de lait, associé avec un frère à une demi-heure d'ici, là, en allant vers Fougères. Si vous me permettez, juste retracer un peu... l'évolution de notre exploitation, parce que ça démontre aussi peut-être ce qu'on est capable de faire en agriculture, mais aussi les difficultés et le temps long qu'il faut, le temps long plus ou moins long, mais qu'il faut pour un certain nombre d'entre nous. Moi, je me suis installé en 1989, j'ai repris une exploitation, je me suis associé avec mes parents qui avaient une exploitation à 3 km, on avait 75 vaches à l'époque, ou plutôt 60, sur un système, je vais dire, très intensif, 40% de maïs à l'époque, sur 80-85 hectares.
les 3 premières années, c'était 3 années de sécheresse. Ça existait déjà à l'époque. Donc on avait une partie des terres, c'était 5 tonnes de matière sèche en maïs, si ça peut donner des repères à quelques-uns. Et sur mon exploitation à 3 km, c'était plutôt 10-12. En 96, avec mon frère qui avait le projet de remplacer mes parents l'année suivante, on est allé à Trévarez. Alors Trévarez, c'est dans le Finistère. Et là-bas, il y a une chambre expérimentale pilotée par les chambres d'agriculture. Je dis 96. Cette porte ouverte avait comme but de démontrer que des systèmes à bas niveau d'intrants pouvaient permettre de dégager du revenu pour un producteur de lait. Donc c'est en 96, donc il faut quand même avoir ça en tête, retourner en arrière, dans le Finistère. À l'époque, on était une chambre régionale, mais pas comme aujourd'hui, donc c'est plutôt les Finistériens qui prenaient les décisions. Donc imaginons quand même des Finistériens qui se disent on peut peut-être réfléchir à des projets agricoles où les vaches ne sont pas plutôt vers 9000 kg, mais plutôt vers 7000 kg, avec moins d'aliments concentrés, moins de surface de maïs, donc moins de pesticides, enfin tout ce qui s'ensuit. Hein. Enfin, c'était ça la réalité. Et donc, quand on est revenu avec mon frère, on s'est dit, ben, on va aller vers ça, on n'a pas le même climat, on n'a pas le même sol, mais nos vaches nous coûteront moins cher et je pense qu'on sera moins fragile financièrement. Voilà la réflexion. Et on a enclenché la mécanique, alors, ça vous fait drôle, et puis surtout notre père qui n'avait pas de diplôme agricole, hein, ils sont partis avec un certificat d'études, et puis on leur a enseigné un certain nombre de choses, et puis il fallait produire à l'époque, enfin on leur a demandé de produire, voilà, donc bon, on a géré tout ça, et je dirais que progressivement on est rentré dans la désintensification de notre exploitation et de notre troupeau, puis je dirais qu'en ça doit être en 2010 et 2015, on a signé notre première MAE. Donc mesure agro-environnementale, j'ai eu forcément des réflexions au sein de la profession, au sein de mes voisins, en disant « mais tu ne vas jamais y arriver, tu ne penses pas à l'agroalimentaire ». J'ai répondu que je pensais d'abord à moi et que si moi je me portais bien, l'agroalimentaire se porterait bien aussi, peut-être avec moins de volume, mais ça on pourra en reparler, et que si je me porte mal, l'agroalimentaire à un moment donné, il ne se portera pas bien. Bon voilà, et donc progressivement on a évolué, j'ai toujours suivi des groupes, j'ai toujours intégré moi des groupes techniques suivis par la chambre portés par la chambre d'agriculture. J'ai pris des responsabilités, c'est plutôt mon frère qui est allé. Ça veut dire que aussi à la chambre d'agriculture, on est capable de vulgariser sur des sujets pour désintensifier, pour surtout avoir un rapport à l'économie qui est bénéfique à l'agriculture et donc qui est bénéfique à l'environnement, je le dirais comme ça. Et donc voilà, on est arrivé à l'agriculture biologique pas par certitude, pas par idéologie, on est arrivé à l'agriculture biologique parce qu'à un moment on était arrivé au bout techniquement, on y était techniquement, mais je dirais qu'on n'en avait pas le retour alors, financier pour un producteur de lait, il y avait entre 100 et 150 euros de la tonne de différence, donc on s'est dit qu'on allait sauter le pas. Voilà tout simplement pourquoi on est arrivé à l'agriculture biologique. Et puis, de toute façon, plus on désintensifiait, alors dans notre système et dans le système laitier, parce que je mettrais d'autres productions plutôt, enfin, de côté, parce qu'elles ne peuvent pas se réfléchir toutes de la même façon, et pas aussi facilement, parce que rentrer dans l'agriculture biologique pour un producteur de lait, c'est sans doute une des productions où c'est le plus facile. C'est-à-dire que les normes, la réglementation sur les bâtiments, ça ne change rien. Avec le même bâtiment, avec la même salle de traite, vous pouvez produire du lait. Les terres, vous faites davantage de prairies, ma foi, nous on avait une partie des terres avant d'être en bio, c'était déjà que de la prairie, puisque de toute façon c'est ce qu'il y avait de plus rentable, parce qu'investir dans du blé ou du maïs tous les ans, et alors que vous pouvez une année sur 3 prendre un coup de sécheresse et perdre 20 quintaux ou 30 quintaux, forcément à un moment financièrement ça va pas. Donc c'est sans doute une des productions où c'est le plus facile. Donc on en est arrivé là. Maintenant, c'est du temps long. Je dis souvent, on a mis 25 ans à faire notre conversion, alors que sur le cahier des charges, en 2 ans, vous pouvez faire votre conversion. Mais je trouve qu'on a bien appris et on est arrivé plutôt serein à l'agriculture biologique. Maintenant, globalement, parce que ça c'est mon cas personnel, et puis je dirais que j'ai été plutôt un gars donc, sur une agriculture extensive, et ça ne m'a pas empêché d'être président de FDSEA, et on passait en bio au moment des élections chambres à peu près,
et ça ne m'a pas empêché d'être candidat, et puis que, ma foi, je n'ai pas dû faire perdre de voix à la liste que je portais. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des évolutions, y compris à la FNSEA, et puis pour info, j'ai mon collègue du Finistère, Jean-Hervé Cogan, qui est en agriculture biologique depuis 25 ans. J'ai des collègues qui sont sur Terre de Saint-Malo, qui produisent des légumes, et je pourrais en parler parce qu'eux se posent certaines questions. Ça fait 25 ans qu'ils sont en bio. Les deux coprésidents des JA d'Ille-et-Vilaine sont en agriculture biologique aussi, producteurs de lait. Le président de JA Bretagne est producteur de lait aussi, et en agriculture biologique. Donc je veux dire que, y compris dans notre maison, dans notre famille politique, il y a des choses qui évoluent. Alors sans doute pas assez vite aux yeux de certains, mais voilà, il y a des prises de conscience. Et quand vous avez des pilotes, enfin des responsables comme ça qui évoluent vers ça, ça veut dire que derrière, il y a des évolutions. Il y a toujours... on aura toujours le grand écart, il y aura toujours des gens qui ne veulent rien entendre. Mais c'est comme ça. Maintenant, globalement, il faut regarder... je vous ai dit que j'avais eu des réflexions, mais tu ne penses pas à l'agroalimentaire. Et donc, il faut prendre ça en considération, et puis je vous demanderai de temps en temps d'aller, à partir de cette réflexion, d'aller voir l'agroalimentaire. Parce que l'agriculteur, il est ce qu'on appelle à la fourche, et puis on parle souvent de la fourche à la fourchette, mais c'est une continuité, ça doit être une logique de filière, oui, je vais dire quand même de filière, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, c'est une logique de filière. Et donc au bout, si vous avez des gens qui n'ont pas envie de mettre les moyens pour transformer davantage de produits de production biologique ou pas envie d'aller en vendre davantage, parce qu'il faut aller jusqu'au bout quand même, parce que l'agriculteur à qui on a demandé pendant des années de produire d'une certaine façon, y compris la jeunesse, là, et qui ont vu leurs parents, tout ça, parce qu'on reçoit des écoles, mon frère, parce que moi je suis peu là, mais mon frère reçoit régulièrement des écoles, il entend les réflexions des jeunes. Il y en a, ça y est, et ça change. Parce que quand il expliquait qu'on emmène 100 vaches laitières, parce que j'ai pas présenté la ferme, mais on a 130 hectares, on a entre 100 et 110 vaches laitières, et on a un salarié avec nous, d'emmener 100 vaches laitières dans un champ, à la prairie, il entendait les réflexions d'élèves, donc souvent de fils ou filles d'agriculteurs, qui disaient « mais non, mais son truc, là, c'est pas possible, ça marche pas ». Il n'entend plus ça. Donc ça veut dire que ça évolue, même si on voit bien qu'avec le développement de la robotique, les vaches restent un peu plus en bâtiment, il y a un peu plus de maïs de cultiver, mais voilà, mais on est capable de faire évoluer quand même les mentalités. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer toute la chaîne, parce que autrement, je veux dire, on est un peu pris dans les taux. Alors, et surtout, j'entends Joël parler des montants importants d'argent public, quelque part, de la politique publique, la PAC, mais il y a d'autres politiques publiques, mais qui sont plus nationales, et il faudrait qu'on arrête de les réfléchir en silo, parce que si je parle de la politique publique énergétique, je dis souvent qu'il faut qu'on mette tout ça sur la table et qu'on les réfléchisse ensemble. Je pense, là on parle beaucoup de l'agrivoltaïque, mais si on parle de la méta, si on parle de plein de choses comme ça, il faudrait qu'on réfléchisse tout ça ensemble, parce que ça devrait être imbriqué les uns dans les autres. Donc, l'agriculteur, quand il démarre sa carrière ou quand il investit, il se dit bon, il faut que tout ça soit rentable et que je puisse en obtenir un revenu. Donc c'est pas 40 000 ou c'est pas 50 000 euros, donc c'est x10 ou x20. Donc il a toujours cette épée de Damoclès sur la tête en se disant bon, il faut que je rembourse ce que j'ai emprunté, mais ça doit aussi me permettre de vivre. Il a toujours quelque part cette trouille-là, et il est dans un microcosme qui lui dit il faut que tu continues de faire du volume, on a aussi besoin de volume, et puis avec ça, on va t'aider, on est capable de t'amener de la technique, on est capable de t'amener des intrants qui te permettront, je ne parle pas que de phyto, je peux parler de vitamines, de minérales, voilà. Alors je réfléchis beaucoup producteur de lait, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais on est là-dedans, et dès lors que vous êtes dans une économie qui, au bout, on vous parle business, peut-être malheureusement, dans un certain nombre de cas, on réfléchit encore trop comme ça. J'estime que ça change. Je dis souvent que l'agriculture biologique, c'est le laboratoire à ciel ouvert de ce que devrait être ou de ce que sera peut-être, je dis bien peut-être, l'agriculture. Et nous, à la Chambre d'agriculture,
il y a 5 ans, il y avait une dizaine de collaborateurs qui étaient capables d'accompagner des producteurs sur l'agriculture biologique. Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a une bonne cinquantaine qui sont surtout capables d'accompagner des gens qui partent de l'agriculture conventionnelle et de les faire évoluer vers des techniques qui vont vers la bio. Je ne dis pas qu'ils passeront tous en bio, mais le désherbage mécanique, aujourd'hui, si moi j'en fais, si l'entrepreneur de travaux agricoles qui vient chez moi le faire, s'il a investi dans plusieurs machines, c'est parce que j'ai des producteurs, des collègues conventionnels autour de moi, eh bien qu'ils le pratiquent. Et ça lui permet, lui, à l'entrepreneur, d'amortir la machine. On va s'arrêter là pour premier temps. Vous aurez remarqué, je vous ai laissé du temps long. Non, mais parce que je pense que c'était important que vous puissiez installer aussi l'histoire que vous portez derrière vous. Je pense qu'on identifie bien déjà un certain nombre de points qui sont des points qui permettent l'acceptabilité économique, sociale. Vous avez parlé de l'évolution des filières au-delà de l'évolution agricole. Est-ce que vous avez une ou deux questions là en réaction à poser Alors vas-y, Florence. Oui, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la salle qui ont été d'accord intellectuellement avec ce qui a été entendu et que ça reflète peut-être qu'on a minimisé l'ampleur du défi collectif que supposaient les politiques de l'eau qui supposaient de faire évoluer l'ensemble du système alimentaire et pas seulement s'adresser individuellement aux agriculteurs. Néanmoins, on a quand même un problème de cohérence, la cohérence de la DCE avec la PAC qui viennent de l'Europe. Hein. Et là, c'est aussi une question et une interpellation aux responsables agricoles que vous êtes. C'est-à-dire que déjà, la PAC, la dernière PAC était insuffisamment environnementale. Et en plus, dans les 6 derniers mois, elle a été encore détricotée. Et là, au niveau de l'incohérence du message qui descend même dans le milieu agricole, c'est quand même... alors c'est quand même un vrai souci parce que du coup on a 2 politiques qui avaient du mal à se rapprocher et qui divergent encore plus, ce qui laisse quand même naître sans forcément régler les problèmes de revenus agricoles au fond. Hein, c'est-à-dire que ça derrière ça a été un peu le coup de chaud avant les élections européennes, etc. Mais comment on repose, puisqu'on partage finalement le fait qu'il faut rapprocher des politiques qui sont les unes à côté des autres pour que tout le monde, que les objectifs se tiennent, mais comment on supporte ces à-coups et ces reculs, là, pour le coup c'est clairement des reculs environnementaux dans des politiques qui s'adressent à l'ensemble de l'Europe. Alors Joël aussi voulait poser une question, donc comme ça on va toutes les prendre et pour que Loïc puisse y répondre. On n'a pas parlé du lobbying, et il faut bien qu'on en parle. Pourquoi il y a des avancées qui vont dans le bon sens et pourquoi ces retours en arrière? Alors, je l'ai vécu de l'intérieur, le lobbying extrêmement fort. C'est le syndicat agricole, je suis obligé de le dire, les firmes pesticides et autres, l'agroalimentaire, mais aussi les marchands de matériel agricole. Tout ça fait système de telle sorte qu'on a du mal à avancer. Un souhait, Loïc, si jamais un jour tu devenais président de la FNSEA, ce serait une grande nouvelle. Alors, est-ce que Nicolas, tu veux aussi non. Ok, donc on laisse Loïc sur ces deux sujets. Ouais, je vais le rassurer ou je vais inquiéter Joël, mais j'ai 60 ans, donc je pense que je ne serai pas... ma carrière est faite, on est en train de préparer les élections chambres, je vais peut-être repartir, mais on verra ça dans les semaines qui viennent. Le lobbying, j'en suis conscient. Le lobbying, il est du côté de l'agro-business, de la FNSEA, des marchands de matériel, c'est clair. Hein. Je vais parler de la méta tout à l'heure. Quand vous voyez le matériel qui est au pied des cuves, il y a du commerce à faire, hein, ça c'est clair. Il existe aussi de l'autre côté. Et quelquefois avec de l'idéologie aussi, donc il y a de l'idéologie des deux côtés, je pense, ou des postures, je dirais plutôt des postures de chaque côté, et c'est ça qu'il faut arriver à éliminer pour qu'on arrive à trouver un consensus. Enfin, je ne connaissais pas votre président, tout à l'heure on a discuté 2 mots, mais on avait échangé avec toi, et en ce moment... il y a un sujet qui fait débat,
mais entre vous et la Chambre d'agriculture de Bretagne, pour regarder sur ce qu'on appelle le PAR 7, enfin la directive nitrate 7, comment est-ce qu'on peut la rendre plus lisible auprès des agriculteurs et moins chronophage et plus simple à appliquer pour l'agriculture. Donc on est aussi capable de réfléchir, de travailler ensemble. On ne sera pas toujours d'accord forcément, mais je veux dire, comme ça a été dit, le préfet à un moment il va trancher, mais il y a déjà un débat, et puis j'ai pas l'impression que les uns ou les autres ont claqué la porte parce qu'ils n'étaient pas contents avec l'autre. Je pense que la FNSEA travaille aussi avec FNE, mais travaille avec CIWF sur des sujets, le bien-être animal notamment. Vous avez travaillé ensemble sur l'eau, vous n'êtes pas toujours d'accord. Alors il y a des marches avant, il y a des marches arrière, mais il y a des choses qui évoluent. Moi, je peux très clairement, en tant que chambre d'agriculture, alors je représente je dirais toutes les composantes, je pense que la Confédération paysanne, et je crois que c'est le discours qu'ils tiennent, je les écoute, je ne les rembarre pas et je leur donne la parole quand ils la demandent. Et je dirais même que sur, mettons, la méthanisation, où ils étaient arrivés en session avec un vœu où ils ne voulaient absolument pas entendre de méthanisation. On a, je pense, ensemble écrit dans le 35, et ça a fini par être voté en Bretagne, pour la Bretagne, une feuille de route qui peut admettre une méthanisation à certaines conditions, et puis ils l'ont voté. Donc voilà, on a un sujet dans le quart d'heure, j'ai entendu parler des sages ce matin, sur le sage Vilaine, donc pour les Vilaines c'est quand même important, ça représente, je pense, plus de la moitié du département concerné, une bonne partie du Morbihan et une partie des Côtes d'Armor. Il y a un sujet là qui manifestement est emblématique sur le désherbage du maïs. Je pense que oui, j'ai bien entendu ce matin que on faisait du lobbying auprès de certains élus qui conduisent le SAGE. Oui, on a des réunions en amont parce qu'il faut avancer, et puis que dans une grande assemblée où l'agriculture est peu représentée tout compte fait, eh bien, il faut qu'on fasse valoir notre voix, et je fais partie de ceux qui participent quand il y a besoin d'y participer. Alors peut-être qu'avec ma casquette bio, ma foi, j'arrive à adoucir un peu le débat et à faire avancer le schmilblick et à le faire avancer du côté de mes collègues. Ça va sans doute pas assez vite, mais je trouve que si on va au bout, là, on aura franchi un cap, on aura coché quelque chose, et ça veut dire qu'on va envoyer le message aux agriculteurs, mais j'ai aussi dit à l'administration, c'est pas la Chambre d'agriculture qui va devoir afficher l'ambition. Nous, on sera là pour aider les agriculteurs à progresser techniquement, mais c'est l'administration et le SAGE qui devront politiquement aller dire aux agriculteurs, bon voilà ce qu'on a cranté, maintenant il va falloir changer vos méthodes, il va falloir changer vos rotations, et vous serez accompagnés là-dessus, et après il va falloir que la Chambre d'agriculture y aille, mais pas toute seule. Il y a beaucoup de monde à graviter autour de l'agriculture. C'est aussi ça du lobbying. Donc voilà. Pour répondre à... J'ai peut-être un peu en partie répondu à ce que vous venez de dire, mais comment est-ce qu'on peut avancer? Oui, on a reculé peut-être un peu sur des sujets cet hiver. Enfin, faut se dire très clairement, les sujets cet hiver, ils ont démarré dans le sud-ouest. Et pourquoi ils ont démarré dans le sud-ouest, ces manifestations d'agriculteurs? Parce que le réchauffement climatique est très impactant déjà là-bas. Ça met en difficulté certaines filières. Et les gars, les hommes et les femmes qui sont là-bas, savent plus comment faire. Et début de semaine, avec le SPACE, j'avais réuni la commission bio des chambres de France, et il y avait des gens d'Occitanie qui étaient là et qui vous disent, mais même en bio, il y a des productions, on ne sait plus comment on va pouvoir les conduire, et comment on va pouvoir les faire. Et donc ça veut dire que c'est compliqué pour toute l'agriculture dans cette région-là. Maintenant, moi, Arnaud Rousseau, je le connais. Quand j'ai envie de lui dire que je ne suis pas d'accord, je lui dis, et je lui ai effectivement dit que sur un certain nombre de sujets qui ont été traités cet hiver ou en fin d'hiver, j'étais pas d'accord dans leur position. Mais après, c'est un éleveur de vaches laitières qui parle, c'est pas la moitié de la France qui est en céréales qui parle. Il faut,
il y a aussi cette évidence-là. Mais je me prends des coups, mais je suis très à l'aise. Je fais aussi du lobbying à l'intérieur de mon mouvement pour que surtout, mon slogan de campagne il y a 6 ans, c'était bien dans sa tête, bien dans ses bottes. C'est-à-dire et j'avais axé ça sur la formation, pour que chacun et chacune soit maître de son destin et de ses décisions dans nos fermes. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Nicolas. Après, je l'ai dit tout à l'heure, une carrière passée côté État, déployer des politiques publiques. Tu es aujourd'hui, non pas de l'autre côté de la barrière, mais dans un autre registre de la démocratie, celui du pouvoir citoyen, qui a été évoqué aussi précédemment, ce qu'on qualifie de société organisée ou de corps intermédiaire. Or, même si on observe qu'à Haut-et-Rivière, on a plutôt un rôle d'incubateur politique publique et qu'on participe largement à la définition des objectifs environnementaux et même en partie au respect des trajectoires pour y parvenir, on peut constater que dans le domaine de l'eau, on a plus souvent échoué que réussi. On a vu l'atteinte du bon état, le non-respect des engagements sur les pesticides. Alors, où est-ce que ça pêche? Et finalement, est-ce que, comme on pouvait le supposer ou éventuellement le penser, le droit serait la solution, ou est-ce que ça serait simpliste de le dire comme ça? En général, on est simpliste parce que c'est beaucoup plus commode. La complexité, c'est le truc le plus difficile. Je dirais la simplification est une arme redoutable parce que souvent, elle emporte le bon sens, mais qu'elle ne rend pas compte. Et l'exposé précédent, pour moi, est très intéressant parce qu'il montre que c'est complexe et que nous-mêmes, en tant qu'Haut-et-Rivière, nous avons cette complexité à gérer. Alors moi, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Alors oui, j'ai eu des responsabilités au sein de l'administration. Je ne pense pas avoir été incohérent entre ce que je faisais d'un côté de la barrière et d'un autre côté d'une autre barrière. C'est aussi la vie. En même temps, je voulais dire combien, si j'ai rejoint Haut-et-Rivière, c'était aussi parce que j'avais été convaincu des apports de cette association. Alors d'abord, je voudrais rappeler que si les sujets environnementaux, ils sont prioritairement identifiés, argumentés par les scientifiques. Ensuite, il y a une phase d'appropriation de ce sujet par les corps intermédiaires que nous sommes. Il faut à la fois connaître, informer, convaincre en interne et faire inscrire le sujet à l'agenda politique. Ça n'a l'air de rien, mais ce rôle-là, que l'on l'oublie, il est absolument essentiel. Il est ingrat. Les sessions, les webinaires, ce colloque, l'action d'éducation à l'environnement, tout ça peut vous paraître peut-être pas assez actif. Non, c'est notre base discrète. Les milliers, je dis bien les milliers d'enfants qui passent ou auprès de nos éducateurs à l'environnement ou au centre de la rivière à Belle-Île-en-Terre sont un moyen de faire voir les milieux naturels d'enfants qui ne savent même plus ce que c'est qu'une rivière et qui imaginent que le lait vient simplement des briques qu'on achète au supermarché. L'idée que ça vienne d'une vache qu'on traite est une notion complexe qui a perdu tout statut social. Je suis désolé. Donc, il est essentiel pour nous de conserver cette racine de l'éducation populaire. Je voudrais aussi dire quelque chose, moi, qui m'horripile, qui m'agace. Quand j'entends parler d'écologie punitive, je rage. Bon sang, bonsoir. Oui, nous conduisons une politique punitive. Pour qui? Pour qui? Pour ceux qui vont venir après nous. Alors là, dans la salle, il y a quelques-uns qui ne sont pas encore parents. Il y en a un certain nombre d'autres qui sont parents et d'autres qui sont grands-parents. Mais quel monde on va léguer à nos mômes? Cette question-là, c'est qui punit-on? Si nous punissons sûrement nos petits-enfants qui vivront avec plus 4 degrés en 2100, alors là, oui, je dis qu'on peut peut-être se poser des questions sur la terminologie. Et je dis que nous avons à réagir en disant que la politique du court terme, du confort, du PIB,
sont bien des problèmes de fond qui nous font voir, qui nous font cacher l'essentiel. Pour autant, on l'a vu, ça nécessite du temps, ça nécessite de la conviction, ça nécessite des étapes intermédiaires. Et je pense que donner envie d'aller ailleurs, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'on a un certain confort très occidental, très français. Parce que si on prenait les choses avec un point de vue plus large, on se dirait qu'on vit quand même en super luxe. Mais admettons, je pense qu'il est essentiel que nous convainquions les gens qu'il y a un enjeu de respecter les objectifs, qu'il y a des solutions. Moi, ce que je trouve frappant, c'est que oui, on n'a pas toutes les solutions, mais on a quand même, et au niveau collectif, et au niveau individuel, et au niveau local, un certain nombre de bonnes solutions qui permettent d'avancer dans les bonnes directions. Et je pense qu'il faut qu'on le dise, qu'on arrête de dire « c'est impossible ». Non, c'est dérangeant, ça nous remet en cause, mais il y a des tas de choses possibles. Je pense que cette adhésion, elle est indispensable si on veut que ça change. Et pour que ça change, pour que ça devienne socialement acceptable, il faut que ça soit aussi perçu comme équitable. Ce n'est pas un problème de loi au sens strict, c'est un problème de conviction politique. Donc, par rapport au colloque d'aujourd'hui, je voudrais insister sur le fait qu'il y a une dimension politique encore plus qu'une dimension de règles à respecter. Les règles sont un peu nos balises. Moi, ce qui m'inquiétait beaucoup dans le discours de Dominique Rémy, c'est d'entendre dire finalement, on n'arrête pas de se passer la patate chaude. Mais arrêtons de nous passer la patate chaude parce qu'elle est en train de devenir brûlante et qu'on n'en a finalement peut-être pas envie. Donc, moi aussi, une chose qui me frappe, c'est qu'à force de se passer la patate chaude et de ne rien faire, on génère des frustrations, on génère des réactions de rejet, des réactions de gens qui ont envie de tout casser. Puisque la régulation politique, puisque la régulation juridique ne fonctionne pas, on a envie de tout casser. Et si Haut-et-Rivière a fait le choix du juridisme, on a vu les limites, mais on voit aussi que du point de vue de la construction collective, du faire social, il me semble que ça doit rester un objectif très très fort de notre association. Oui, avoir des objectifs environnementaux qui soient progressifs, mais prendre des vraies mesures correctives quand on s'en écarte, c'est important. Moi, j'entends dire des fois, il y a des choses qu'il faudrait faire autrement. J'ai tendance à dire, il y a aussi des fois des choses qu'il ne faudrait pas faire du tout. Moi, je vais être un peu provocateur, mais dans les bassins versants à algues vertes, où on a mis en place plein de règles, tellement de règles que nous sommes un nombre restreint d'individus capables de les réciter à peu près correctement. En tout état de cause, quand on prend la population concernée, c'est une minorité tellement minoritaire qu'on pourrait la chercher longtemps. Donc, moi, je pense que nous avons un vrai boulot à faire pour convaincre nos préfets que la première mesure qu'ils pourraient prendre, qui ne leur coûte pas très cher, c'est de constater qu'en l'état de la situation, tout apport d'azote supplémentaire est une unité d'azote qui est de trop. Et donc, de dire qu'on regroupe des fermes, c'est la vie, mais que l'on agrandisse des exploitations, notamment de hors-sol, il faut peut-être dire non. Au nom de cet objectif d'à côté. Et je suis désolé, mais l'impact n'est pas du tout le même. C'est en proportion plus simple comme message politique à faire passer, peut-être pas aux structures économiques, mais moi je voudrais insister sur le fait que accélérer la course quand on est déjà dans le mur, et c'est un mur, les algues vertes, c'est vraiment un acte inutile. Merci Nicolas. Alors, est-ce que, pareil, même règle, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez immédiatement ou des réactions que vous voulez tout de suite adosser finalement à cette prise de parole ?
pour provoquer un petit peu, quelle est votre définition d'un élevage hors sol? Alors, je vais répondre. Pour moi, un élevage hors sol, c'est un élevage qui produit moins de 80 à 90% de son alimentation. Hein? Mais le problème, c'est bien l'agrandissement de l'élevage. C'est ce décalage permanent et un élevage hors sol, même un élevage qui produirait son alimentation, mais qui augmenterait, je dirais, en augmentant sa surface, augmenterait sa production, amènera bien un surplus d'azote qui, pour moi, est le sujet. Hein, je veux dire par là, le premier acte, pour moi, avant de... Je dirais, en même temps qu'on peut simplifier, parce que je considère que l'attente des exploitants de ne pas être piégés par un bout de réglementation qu'ils n'ont pas compris, je trouve que c'est une revendication tout à fait compréhensible. J'ai tendance à dire, sur certaines zones, le fait de dire on n'augmente plus l'élevage, notamment l'élevage déconnecté, parce que dans ces zones-là, on est déjà en surplus, c'est une mesure qui est en fait d'ailleurs curieusement une non-mesure du point de vue du développement économique. Mais c'est une mesure adaptée, simple, et qui n'appelle même pas un complément réglementaire. On n'a pas besoin du par 7, du par 8, du par 9, du par 10. On a besoin de dire, on s'explique, et on dit que dans certaines zones, il ne faut pas y aller. Une autre réaction, oui, Joël. J'ai été surpris et agréablement surpris de quelqu'un qui prend la parole et qui revendique l'écologie punitive. C'est complètement négatif, le punitif. Maintenant, c'est nécessaire. Quand vous évoquez notamment les jeunes générations, pour une partie des jeunes, peut-être minoritaire encore, les choses deviennent de plus en plus inacceptables. J'ai eu l'occasion de débattre avec des jeunes d'Extinction Rébellion, de Soulèvement de la Terre. Alors on aura beau dire, ouais, c'est des révolutionnaires et tout. Pour moi, c'est faux, il y en a. Mais la majorité, ils se disent, merde, notre avenir, il est où dans tout ça? Et c'est là où le devoir que l'on a, responsable, de donner des trajectoires qui donnent des perspectives d'avenir. Si on ne le fait pas, on aura tout faux. Et ça risque de péter. Moi, je le ressens comme ça. Pardon, c'est une bonne transition avec la dernière intervention de cette table ronde, avant qu'on vous redonne la parole à la salle. Florence, tu es toi-même experte des questions d'eau, juriste en droit de l'environnement, et tu alertes aujourd'hui sur le risque de décrochage des objectifs qui sont fixés collectivement. Ça a été rappelé ce matin, on a un peu parlé du SDAGE, de la DCE. Tu es assez attentive à ce qui se passe sur le territoire. Tu as vécu de près Sivens. Tu observes ce qui se passe aujourd'hui autour de Sainte-Soline. Tout ça pour dire que la paix sociale d'aujourd'hui, c'est peut-être la guerre de l'eau de demain, si je peux me permettre un peu la formule. Et dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, est-ce que finalement, c'est quoi l'acceptabilité des objectifs aujourd'hui? Enfin, comment, de ton point de vue, tu penses cette question du devoir d'acceptabilité finalement? On va appuyer sur le bouton, voilà. Merci Arnaud. Oui, j'ai été vice-présidente de FNE. J'étais vice-présidente de FNE au moment du drame de Sivens, donc le décès brutal d'un militant d'une association de base du mouvement FNE, à cause d'un conflit, ensuite d'une manifestation, par une grenade lancée par les gendarmes pour un projet de barrage qui était complètement surdimensionné par rapport aux capacités du bassin. Ça fait 10 ans. Je regarde Nicolas parce que Nicolas était l'inspecteur de l'inspection qui, le lendemain de la mort de Rémi, a rendu son rapport au ministre, Ségolène Royal, qui avait été demandé par FNE pendant l'été en disant, FNE disait attention, c'est en train de monter en tension dans ce territoire, attention, il faut faire quelque chose, il faut que le ministère de l'écologie mouille, et qui a montré, le rapport était prêt en fait, et qui a montré qu'on était complètement en décalage et que les effets
visibles, enfin les effets mesurés du bouleversement climatique du cycle de l'eau étaient déjà là, mais n'avaient pas été pris en compte, et qu'on était en train de montrer sur un conflit social, mais c'est un conflit. J'ai accompagné les associations locales pendant des mois, et je suis toujours en relation. Donc c'est extrêmement violent de perdre un militant, et moi je ne pensais pas qu'en m'engageant dans FNE j'allais vivre ça, c'est atroce. J'en ai fait un burn-out personnel, tellement c'est atroce. Mais que derrière, monter des projets sur des bases fausses, alors parce que les études d'impact étaient périmées, parce que dans les têtes même, l'effet du bouleversement climatique du cycle de l'eau, le fait qu'on atteignait plus vite les limites, n'était pas du tout intégré. Et plus un effet de lobbying du sud-ouest, de filières qui voulaient, comme les voisins, leurs barrages, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrages dans le sud-ouest. Aujourd'hui, c'est la question, c'est comment on va réussir à les remplir, quoi. Donc ça, ce qui montre que quand on ne respecte pas les limites environnementales des trajectoires, on va vers des conflits de société extrêmement violents. Voilà. Je pense que finalement, on m'a demandé d'intervenir ce matin, mais il faut se le dire. Et ça, c'était un dossier d'apprentissage extrêmement fort. Mais aujourd'hui, j'ai un dossier, nous avons à FNE un dossier qui s'appelle COSAD dans Lot-et-Garonne, où la Chambre est tenue par la coordination rurale, qui est là d'une violence extrême vis-à-vis des associations. Là, on est sur les menaces de mort. Les Pyrénées-Orientales, c'est pareil. Irrigadour, etc. Là, ce sont des manifestations extrêmement violentes, comme Eaux-Rivières en a connu il y a quelques années, etc. Mais où il est difficile de faire sa mission de bénévole, quoi. Et la mission de bénévole est souvent de faire appliquer le droit. Aujourd'hui, COSAD, barrage illégal, tout est annulé, les autorisations sont retirées, etc. Le barrage fonctionne. L'État ne sait plus comment en dépêtrer. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une perte de confiance dans la régulation des conflits de société. L'eau est par nature un sujet conflictuel. On l'a peut-être oublié, etc. Les limites climatiques nous le rappellent. Et que l'idée de respecter les trajectoires, elle est importante. Il y a un risque démocratique profond pour l'État, mais aussi pour nos sociétés, de ne pas tenir ses engagements en disant « Ah, on a dit en 2000 qu'on respecterait, en 2027, c'est deadline, on aurait... Mais qu'est-ce que ça provoque ? C'est-à-dire qu'on a, dans nos sociétés, dire bon, finalement, on gomme. Mais ce sont des limites physiques. Ce sont des limites physiques. C'est-à-dire que derrière, elles vont se rappeler à nous. Et elles se rappellent à nous par les algues vertes, elles se rappellent par les limites. En 2022, tout d'un coup, la France entière a découvert qu'il y avait... des risques de sécheresse prononcés, etc. Et moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs, etc. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Et derrière, c'est comment ces trajectoires, il faut les tenir malgré tout. Même si, ce n'est pas des trajectoires de bon état écologique. L'échéance 2027, il faut rappeler plusieurs choses. Ce n'est pas que des trajectoires écologiques, malgré leur nom, c'est déjà des compromis. C'est déjà... une société qui veut faire fonctionner correctement ses activités économiques, les échanges sociaux, etc., elle a besoin d'un environnement qui fonctionne bien. C'est déjà des objectifs de compromis. Donc déjà, c'est pas des objectifs, c'est déjà un choix de société d'atteindre une bonne moyenne, Et c'est sans doute des objectifs qui ont été insuffisamment ambitieux parce que justement, en l'an 2000 et dans l'application NDCE, la dimension quantitative, elle a été un peu minimisée. Et ça, il y a un vrai risque de... et là, je lance un peu une alerte, et c'est grâce à Eaux-Rivières qu'elle m'est parvenue aux oreilles. Il y a à l'approche de l'échéance finale, il y a une tentation forte de casser le thermomètre. En disant, on ne va pas y arriver, mais on va trouver des subterfuges pour faire croire qu'on y arrive. Alors, je vais prendre un exemple. Pauline, merci. La proposition en cours de l'administration Loire-Bretagne pour l'état des lieux de la directive cadre 2025, la directive dit tous les 6 ans il faut refaire un état des lieux, de ne plus comptabiliser les plans d'eau existants et les prélèvements pour l'abreuvement, pour mesurer la pression quantitative, la pression hydrologique, sous prétexte que les autres bassins ne l'ont pas fait, donc pourquoi on serait... Voilà. Sauf que ça s'appelle casser le thermomètre.
Et quand on fait la projection, pour l'instant, c'est pas décidé, mais c'est bien engagé, très bien engagé, dans le secret des réunions de bureau. La projection sur le bassin Loire-Bretagne, comme par magie, il n'y a plus de bassins qui sont en tension. Donc ça veut dire que nous nous rendons nous-mêmes aveugles. Les pressions, elles vont continuer à s'appliquer. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'à force de conviction, ça c'est le travail de petits lobbying, etc., on va obtenir enfin un inventaire national des plans d'eau en France qui nous dit qu'il n'y a pas 100 000 plans d'eau, pas 200 000 plans d'eau, qu'on pouvait le dire encore il y a 4 ans. Il y en a 800 000 qui existent en France. Des petits, des grands, qui ne sont pas forcément tous à usage d'irrigation, attention. Mais tout ça, ils ont un effet masse sur l'évaporation. Et là, c'est vraiment de l'eau gaspillée. Et donc, si on ne mesure plus cette pression qui était sur l'état hydrologique, on va faire apparaître des cartes plus positives, mais la pression, elle va continuer à s'exercer et va même s'amplifier du fait du réchauffement des airs. Et donc, ça, c'est vrai qu'il y a quand même une responsabilité des pouvoirs publics à stabiliser l'objectif, à ne pas fragiliser les trajectoires, même si on ne les atteint pas, au moins qu'on ne brouille pas tous les indicateurs. Je fais un petit exemple d'éco-phyto aussi, dans le style qu'on a avalé cette semaine, et pourtant on a vu un avis assez structuré du Comité national de l'eau sur lequel il a fallu mener bataille, mais le gouvernement s'est assis royalement dessus. Et ça fragilise notre démocratie. Merci Florence. Alors, même exercice pour tes trois voisins de table ronde. Est-ce que vous avez des questions, des réactions immédiates sur cette question-là? Et ensuite, on passera aux questions de la salle pour tous. Si je peux me permettre, je vais sortir du domaine de l'eau, même s'il y a une partie environnementale quand même, mais quand je vous écoute, on a tous ensemble, quand on veut nous imposer des règles, quand on veut nous imposer des réflexions, on a quand même un peu de mal à les comprendre. Enfin, on n'a peut-être pas. Alors, on nous les explique peut-être pas bien, on n'explique peut-être pas la finalité, et c'est peut-être ça. Dans la trajectoire qu'on doit se donner, donc d'une trajectoire, il y a divers chemins pour arriver au but. C'est comment est-ce qu'on explique les choses et le pourquoi. Alors, et systématiquement, on met le frein. Individuellement, on met le frein. Je prends un exemple. Il y a quelques années, il a été décidé que vaudrait mieux qu'on roule à 80 plutôt qu'à 90. Enfin, ça a fait un bazar quand même. Enfin, il y a une partie de la population qui s'est soulevée là-dessus. Bon, effectivement, 10 km/h, mais enfin, moi qui viens à Rennes presque tous les jours, j'en suis pas mort. Et puis, j'arrive toujours à l'heure à ma réunion. Mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une hypocrisie politique? Et là, je vais faire le lien avec l'agriculture. Alors, ça va en faire sourire certains, mais je prends Rennes qui a dit à un moment à ses agriculteurs, enfin plutôt Rennes Métropole, eh bien écoutez, sur les terres que nous avons en propriété, plus de pesticides de synthèse. Moi, j'ai encore dit à Madame la Présidente et à ses vice-présidents qui sont passés au SPAS la semaine dernière, moi en tant qu'agriculteur biologique, ça peut m'aller. Maintenant, il faut qu'on arrive à le faire, l'expliquer à mes collègues. Mais j'ai dit, ayez les moyens de vos ambitions, mettez les moyens sur vos ambitions, c'est que comment vous les accompagnez financièrement pour qu'ils ont 5, 10 hectares avec vous en location, et bien comment vous les accompagnez quand même, parce que c'est pas la politique agricole commune, ça, de l'Europe, c'est la politique agricole de Rennes et de Rennes Métropole. Donc c'est à vous d'y mettre les moyens. Et puis je leur dis, c'est assez facile de dire à une population qui représente 0, quelque chose comme électeur, d'imposer une règle comme ça. Je dis pourquoi vous ne pourriez pas imposer à vos citoyens qui représentent la grande majorité de vos électeurs, et bien que s'ils n'ont pas plus de 10 km à faire pour aller au travail, et bien ils y aillent à vélo. Alors je fais de la provocation, mais ce serait un peu de responsabilité, même si Rennes fait beaucoup de choses pour le transport en commun et autres, et des pistes cyclables, c'est pas le sujet, mais il y a un moment, enfin, vous voyez, quand il y a beaucoup d'électeurs en face de soi, puis je parle de Rennes parce qu'on est à Rennes, je pourrais parler de d'autres municipalités. Non, mais enfin, faut surtout pas le prendre pour une attaque personnelle. Moi, je travaille beaucoup avec Yannick Nadezan, et puis
On n'est pas toujours d'accord, mais c'est toujours cordial. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. Donc voilà, je me dis qu'il y a quelquefois, est-ce qu'il n'y a pas non plus une sorte d'hypocrisie de la part du politique? On a évoqué le rôle du politique, justement. Moi, je trouve que la décision Rennes, c'est une véritable décision politique. Il y a un moment où, si on veut avancer, il faut des décisions politiques. Maintenant, sur la question de l'accompagnement, je partage complètement, mais la décision Rennes, ce n'est pas sans accompagnement non plus. Le côté de l'accompagnement financier mériterait, la collectivité n'a sûrement pas les moyens d'aller très loin, mais mériterait que l'on mette dans la balance l'impact d'une agriculture en externalité négative, ce que ça coûte, et ce qu'apporte cette agriculture respectueuse des équilibres environnementaux. Et là, il mériterait d'être aidé, et il le serait véritablement. Et ça permettrait d'accélérer justement ce mouvement vers une agriculture respectueuse des équilibres.